Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 10 novembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le directeur de la recherche de FI Advisor Valcan, Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Vendredi, jour de la semaine dans lequel vous nous dressez le bilan de la semaine écoulée sur les marchés actions et l'impact des news que vous avez sélectionnés pour nous sur l'évolution de ces indices actions. Oui, donc le bilan hebdomadaire des marchés demeure positif. On l'a bien compris, on est dans un rebond technique toujours qui dure pour la deuxième semaine consécutive avec des hausses donc mesurées du jeudi au jeudi de 0,7 à 1,5. Donc on a monté un peu plus aux États-Unis qu'en Europe et surtout classiquement aussi l'euro accompagne le mouvement puisqu'il y a une corrélation entre l'euro-dollar et les mouvements de marché généraux sur les actions avec un rebond de 0,8% de la parité euro-dollar qui donc a fortement progressé avec les actions. Donc depuis 2 semaines on a repris quelque chose comme 2% sur cette parité de change. Alors selon vous, une partie de cette hausse peut s'expliquer par la baisse du prix du pétrole? Oui, en tout cas, objectivement, à nouveau, et indépendamment de toute interprétation qu'on peut faire, je pense on est quand même passé de 97 $ le baril sur le pétrole donc, à la fin septembre à moins de 80 hier, donc ça montre donc une baisse marquée des prix du pétrole, c'est toute chose égale par ailleurs, quelque chose de plutôt positif. Alors on sait que le pétrole, le prix dépend de beaucoup de facteurs. Il y a un côté géopolitique et puis il y a un côté demande, un facteur d'offre, facteur de demande. Choc d'offre, choc de demande. On a un choc de demande qui manifestement est plus important que le choc d'offre, ce qui montre d'ailleurs que la conjoncture globale est quand même compliquée puisque malgré les réductions de production, les prix du pétrole se mettent à baisser. C'est un signe plutôt positif dans l'absolu puisque le pétrole rentre dans sa zone dite de confort, c'est-à-dire qu'il n'est plus un frein à la croissance économique, il reflète la croissance économique, il ne la freine plus. Exactement, le pétrole reflète la croissance économique et il ne la freine plus. On va discuter maintenant, on va vous entendre plutôt, des bénéfices des entreprises de T3 qui ont été supérieurs aux attentes. Alors oui, même si faut pas trop parfois relativiser ces fameux bénéfices trimestriels parce que vous le savez, ils ne sont pas publiés sur toutes les sociétés en Europe. Donc il n'y a qu'une partie relativement limitée qui publie des comptes complets avec le net earnings. Donc on a effectivement dans les publications qui ont été faites 1,5 point de plus que le consensus sur le T3 2023, ce qui effectivement est quelque chose de relativement favorable. Alors globalement, c'est donc positif, on considère que c'est une nouvelle positive, on l'a bien vu sur les publications, hier par exemple d'une société comme Schneider, qui a plutôt révisé à la hausse ses publications, enfin ses objectifs moyen-long terme, mais globalement on peut considérer que c'est un élément favorable, il n'y a pas de catastrophe sur les trimestriels, ils sont en baisse en valeur absolue par rapport au trimestre de l'année précédente, ils sont en baisse significative, mais un peu au-dessus des attentes. On peut considérer ça comme un élément favorable et à nouveau une preuve de la résilience des entreprises et de l'agilité des entreprises cotées. Il y a un autre facteur qui a pesé favorablement sur les marchés financiers, c'est l'émission record par le Trésor américain de 112 milliards d'obligations sur trois durées différentes, mais c'est important pour noter. C'était effectivement un rendez-vous un petit peu compliqué qui inquiétait le monde des investisseurs en taux d'intérêt, des obligataires, et c'est passé comme une lettre à la poste, en quelque sorte. C'est-à-dire que les 112 milliards sont passés cette semaine sans problème. C'est un record historique. C'est pas, si je le cite, c'est parce que c'est un montant absolu extrêmement important et relativement à l'histoire, c'est un record. Sur différentes échéances, c'est passé sans trop de soucis. Il y avait peut-être un peu moins d'offres sur certaines souches. Sur le 30 ans, on a évoqué ça, mais globalement, c'est passé. C'est passé sans problème. Et donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal aussi de voir que les taux ont baissé. Les taux ont perdu 30 à 40 points de base depuis 2 semaines aux États-Unis, et ils sont restés à des niveaux relativement bas. Ils ont remonté un tout petit peu hier soir à l'occasion effectivement du discours de Powell, indiquant que effectivement s'il fallait remonter les taux on les remonterait, mais bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais globalement, donc ceci peut être considéré de notre point de vue comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que le marché il est capable d'avaler d'un coup sec 112 milliards
ce qui est quand même quelque chose de positif. Malgré le niveau de l'endettement public américain. Malgré le niveau de la dette, malgré beaucoup de choses, malgré des paramètres dégradés sur beaucoup de ratios, c'est quand même quelque chose de positif, même si on parle ici du bassin de liquidité le plus profond de la planète. Oui, c'est sûr, du dollar, de la réserve, c'est par définition un bassin de liquidité, le bassin de liquidité le plus profond de la planète. Donc ça confirme. Ça confirme. Alors aussi également ce qui peut expliquer que cette absorption d'obligations américaines a été si impressionnante, c'est le discours de Janet Yellen, directrice du Trésor américain, qui a dit la semaine d'avant que les émissions de dettes obligataires américaine en 2024 serait moins importante que ce que le marché anticipait. Du coup, par force des choses, c'était pour préparer cette semaine quelque part, et ça montre bien que dans le discours, les hauts responsables américains doivent aussi prendre en compte l'humeur du marché qui était quand même un peu maussade jusque récemment. Le marché maussade. On va finir le tour de cette actualité avec de la micro et la chute attendue quand même, en quelque sorte, du spécialiste du coworking WeWork. Alors oui, c'est un exemple que nous avons repris. Il y a d'autres situations compliquées, mais c'est assez emblématique finalement d'une situation, je dirais, de bulle et de stupidité du marché qui a considéré qu'un loueur de bureau était une start-up fintech, enfin je ne sais pas comment elle est présentée. Le modèle économique était assez torturé aussi, d'une certaine façon. Oui, mais bon, c'est de l'immobilier, quoi, c'est pas autre chose. Quand on alors du coworking, ok, mais bon, c'était... Et puis on connaît l'histoire avec SoftBank, avec... une première IPO qui a complètement... C'est quand on a beaucoup d'argent qu'on fait des bêtises. Voilà. et ça, c'est la démonstration. Quand on en a peu, qu'on doit faire attention, c'est de là que viennent les plus grands succès. Ici, c'est un échec lamentable, c'est une perte considérable pour le marché. Ça montre aussi qu'on peut allouer des ressources à des projets qui ne le méritent pas, ce qui est le cas ici. Et donc c'est tout le danger des bulles et on en voit le résultat. Pour l'instant, effectivement, le marché s'en moque. Donc c'est une nouvelle négative pour notre notation de l'actualité, bien sûr, mais le marché a tendance à oublier ça. Il y a beaucoup d'autres sociétés de cette nature qui vont faire défaut. Le taux de défaut augmente dans tous les secteurs d'ailleurs, puisqu'on a un ralentissement économique, mais globalement, ceci peut être considéré comme à nouveau l'exemple des effets néfastes d'une bulle sur les entreprises. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on peut caractériser WeWork d'entreprise zombie? Vous savez, ces fameuses entreprises au ratio d'endettement extrêmement élevé et qui, au moindre choc de taux, voient leur bilan s'alourdir de façon drastique et donc par la force des choses. Là, ils sont en défaut, c'est plus c'est ça. Donc ils sont morts. Oui, ils sont en défaut. Donc c'est une entreprise zombie, du coup. Ils sont sous Chapter 11, donc ils profitent un petit peu de la réglementation et de la loi américaine sur les faillites, mais ils sont morts. Ils sont morts. De toute façon, un modèle économique était quand même assez étrange. Louer des bureaux à long terme pour essayer d'envisager un retour sur investissement à court terme, c'était quand même assez paradoxal. La synthèse de l'actualité, du coup, on est sur quelque chose de positif. Eric, vous me surprenez de semaine en semaine. Mais non, c'est une actualité plutôt positive. La baisse du prix du pétrole, c'est positif. Des bénéfices d'entreprises supérieurs aux attentes, c'est positif. Réussir à avaler 112 milliards en une semaine, c'est positif. J'essaye d'être objectif, évidemment, et de ne pas être influencé par la tendance de marché, par les prix. Tous ces éléments-là sont des éléments de mesure du risque, je le rappelle, qui concourent à la détermination de la valeur des entreprises. Et donc aujourd'hui, cette semaine, on a plutôt une actualité positive à +2, ce qui nous fait penser que donc effectivement le niveau de risque a diminué un petit peu cette semaine. Il reste très élevé, voire très élevé, donc on est toujours dans une situation complexe là-dessus, mais effectivement, la baisse du prix du pétrole, c'est plus en ligne avec un ralentissement économique, et c'est bien mieux que de le voir monter à 100 ou 110 dollars, dans une période récessive quasiment. Donc c'est objectivement quelque chose de positif. Voilà. Donc on est à +2 sur cette interprétation de l'actualité aujourd'hui. Votre traditionnel commentaire sur l'évolution du momentum depuis un an? Alors, la conclusion d'investissement qui se fonde sur, je le rappelle toujours, donc deux approches différentes et très complémentaires.
l'approche de la dynamique des prix, qui est parfois auto-entretenue et qui effectivement se suffit à elle-même parfois. Donc on est toujours dans une dynamique de prix qui est négative, avec donc des spread momentum négatifs, c'est-à-dire qu'il y a plus de sociétés qui sont dans des tendances baissières que dans des tendances haussières au sein du stock 600, ce qui est donc un signal plutôt négatif, donc moins 16, on remonte un petit peu ce matin, mais globalement on est toujours dans du négatif, et donc cela nous amène à effectivement demeurer prudent pour les investisseurs en ce qui concerne donc notre analyse du risque. Malgré cette légère amélioration hebdomadaire, on est toujours dans une situation où les investisseurs prudents, qui ne supportent pas un niveau de risque élevé, doivent absolument ne pas être présents sur le marché. Et il y a toujours, bien sûr, des risques de baisse, ou en tout cas d'effritement progressif et continu de ce marché qui a progressé de plus de 10%. Depuis le début de l'année, alors que les bénéfices n'ont rien fait. Sur 0. Par rapport, en glissement annuel, on l'a vu à l'instant. Moins 0,5 sur le stock 600, plus 1 sur le S&P 500, on est flat. C'est une année 2023 pour rien pour les bénéfices, sur les bénéfices, et les indices ont monté de 10%. 10 à 15%. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est prudent aussi. Avec, à juste titre. Effectivement, à juste titre. Merci Eric Galliec d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes donc directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour commenter, expliquer et synthétiser l'actualité politique, micro, macro, monétaire, et nous expliquer comment elle impacte favorablement ou défavorablement les marchés. Et en ce moment, c'est plutôt favorable, justement. Merci beaucoup Eric.